Merci d'être là, malgré la pluie, le manque de café, pour cette conférence centrée sur un éditeur, le fonctionnement d'une maison d'édition, d'un processus d'édition. Cette année, on a le grand plaisir de recevoir Stéphane Marsan pour représenter Brajlon, la maison qu'il dirige. C'est la question Brajlon, comment ça marche, vaste question à laquelle on va essayer de répondre en une petite heure. Alors d'abord Stéphane, peut-être revenir sur les premiers temps de cette maison d'édition, sa création, et puis l'histoire de ce qui ressemble de l'extérieur à un formidable développement en une décennie. Bonjour. Bonjour. Je parle comme ça marche, vous m'entendez? Brajlon est une maison d'édition qui est créée le 1er avril 2000. Ce n'est pas tout à fait un hasard. En fait, on a déposé les statuts le 30 mars, mais on s'est dit que le 1er avril, c'était plus rigolo. Qui est créée par une bande de copains, au nombre de 6, dont 3 venaient de l'édition et de la presse. Un était libraire, un était directeur artistique et réalisateur, donc avait une formation, disons, et un rôle plutôt visuel. Et un était, et est toujours, puisqu'il s'agit d'Henri Levenbrück, écrivain. Alors on l'a fait tous ensemble parce qu'on s'aimait bien et on avait envie de le faire ensemble. Et si je détaille le rôle et la formation de ces gens-là, c'est parce que c'est important, je trouve, en tout cas ça s'avérait très précieux, d'avoir parmi les fondateurs d'une maison d'édition également des gens qui ne viennent pas de l'édition, même s'ils sont dans le domaine du livre, et en particulier un libraire et un écrivain qui sont évidemment des partenaires essentiels et indispensables de l'édition, et avec lesquels on peut aussi avoir des débats et des disputes. Et donc c'était intéressant d'inclure finalement dans la façon dont on allait réfléchir et pratiquer l'édition, d'inclure leur point de vue, mais aussi leurs remarques et leurs suggestions. Et donc on crée Brajlon avec très peu de moyens, à l'époque 50 000 francs, qui était l'essentiel pour créer une petite société. Au même moment, une de nos grandes amies, Marion Mazovic. Marion, si tu es parmi nous, arrête. Magali Sugura, excellent roman. Bien joué. Qui était directrice éditoriale de J'ai lu, ou littéraire, je sais pas. Bref, qui était la grande dame de J'ai lu, quittait J'ai lu, et pour créer sa propre maison d'édition, qui existe toujours, qui s'appelle Au Diable Vauvert. Et je me souviens de dîner ensemble avec Marion, on avait chacun nos plans de trésorerie pour savoir comment on allait faire, comment on allait faire Brajlon, comment on allait faire Le Diable Vauvert. Et moi je louchais sur son plan de trésorerie parce qu'elle démarrait avec quelques millions grâce à la confiance que des grands de l'édition pouvaient lui accorder étant donné ses états de service, tout à fait mérités bien sûr. Et alors que nous on avait en gros un ordinateur, un frigo, une cafetière et un porte-manteau. Mais c'est pas grave parce que 12 ans plus tard ça fait aussi des bons souvenirs. Donc une bande de copains, et alors pourquoi on fait ça? Parce que c'est le moment, je ne vais pas vous détailler l'itinéraire de tous ces copains-là, mais en gros c'est le moment, on est donc en 2000, on est juste avant Harry Potter au cinéma, juste avant Le Seigneur des Anneaux au cinéma, donc à un moment où nous qui sommes dans l'édition, nous savons que ça fait quand même un moment que la fantasy est en pleine croissance, en gros à partir du milieu des années 80, l'un de nos mentors, Jacques Boimard, qui était le fondateur et directeur de Pocket SF, avait amené en France les grands de la fantasy anglo-saxonne. Mais cet intérêt pour la fantasy manquait encore de quelques repères importants, et en particulier manquait encore de prestige, de dignité, de visibilité. C'est pour ça que nous avons opté pour le grand format d'emblée, puisque pour nous, enfin pour tout le monde, le grand format c'était des vrais livres, de façon, avec des guillemets, de façon à sortir d'une longue période, quasiment un demi-siècle,
pendant lequel la littérature de l'imaginaire était quasi exclusivement représentée en poche, dans des grandes collections qui maintenant sont mythiques, puisque la plupart ont disparu, comme Présence du futur ou comme la collection Anticipation du fleuve noir. Et donc, malgré l'importance historique et littéraire de ces collections, le fait qu'elles soient en poche ou, ce que les jeunes générations ne peuvent pas imaginer aujourd'hui, avait par exemple en quatrième de couvre une publicité pour des cigarettes, c'était le cas de la collection au fleuve noir. Disons que ça ne contribuait pas beaucoup à essayer d'installer la dignité et l'intérêt et la valeur de ces littératures. Et à ce moment-là, à la fin des années 90, les éditions de La Talente, par exemple, ou Pygmalion, avaient commencé à proposer de façon régulière et extrêmement qualitative de la fantaisie en grand format. Le grand format avait aussi un autre intérêt qui nous a beaucoup aidé pendant des années, c'est que comme le prix de vente était plus important, ça permettait de payer les droits d'ouvrage pour lesquels les agents demandaient des avaloirs plus conséquents. Également avoir de bonnes traductions parce qu'on les paierait mieux. Et, ce qui n'est pas un détail, le libraire était content lui aussi de toucher plus de sous, puisque finalement il faisait le même travail pour vendre un livre à l'époque 39 francs en poche ou à 130 francs en format. Et donc à l'arrivée ça faisait une très grande différence. Donc il y avait disons, il y avait une perspective et des directions. Marie-Janice Davidson, excellent roman. Vous m'interrompez quand vous voulez, j'en ai d'autres. Donc, non. Et donc j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est pas un hasard non plus, c'est que l'édition c'est aussi ça, c'est découvrir des auteurs, c'est découvrir des livres, les partager, etc. Mais c'est aussi prendre des décisions concrètes de format, de prix, de mode de commercialisation, etc. qui font partie de l'ensemble de l'initiative de l'éditeur, de ce qu'il a envie de faire et de la façon dont il va être perçu. J'ai cité d'emblée la fantaisie parce que c'était notre genre préféré, c'était le genre qu'on connaissait le mieux. Parmi ces 6 associés fondateurs, il y avait surtout la rencontre entre Alain Lévent, qui était apporteur d'ouvrage, professeur d'anglais, apporteur d'ouvrage, ça veut dire qu'il conseillait d'autres éditeurs, Le Fleuve Noir, j'ai lu, etc., en disant que vous devriez traduire ce livre, et qui, lui, connaissait parfaitement le corpus anglo-saxon du genre, et qui avait à cœur de voir arriver en France des auteurs qui n'étaient pas encore traduits. Et moi, qui avais l'expérience de la micro-édition, de travailler, enfin, de savoir comment ça marche, comment on fait des livres, et qui n'avait publié quasiment que des auteurs français, à l'exception de David Guémel, dont j'avais publié pour la première fois un roman juste avant de quitter ma précédente maison, qui s'appelle Nemos, que j'avais fondé et dirigé pendant quelques années avant. Et donc c'est cette rencontre, du point de vue littéraire, qui a formé Bragelonne, c'est-à-dire tu sais faire des livres et moi j'ai des auteurs dont je pense qu'ils devraient être traduits. Et également, moi je travaille avec des auteurs français et toi tu vas proposer des traductions à faire, voire même tu vas faire les premières, puisque évidemment qu'on n'avait pas un copec, c'est Alain lui-même qui a traduit les tout premiers ouvrages de la maison. Les premiers ouvrages qui sont publiés en octobre et novembre 2000. En octobre, c'était Cœur de Phénix de Mathieu Gabory et À vos souhaits de Fabrice Collin, puisque Mathieu et Fabrice, que j'avais révélé et lancé auparavant, m'avaient suivi pour être publié chez Bragelonne, et pas seulement chez moi, et tant mieux pour eux. Fabrice commençait à publier à La Talente, etc. Et Les Gens de David Guémel, qui est devenu immédiatement l'ouvrage emblématique de la maison, qui a eu un succès immédiat, qui est devenu le best-seller de l'année dans le domaine de la fantaisie. Ce qui peut arriver de mieux et de miraculeux à une maison qui se crée. C'est-à-dire que quasiment votre premier bouquin devienne la référence du genre pour un certain temps. Et évidemment, il y a un très beau succès, puisqu'on avait tiré 4000 exemplaires qui ont été épuisés en 15 jours. Et à ce moment-là, les libraires nous ont appelés en disant je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas ce que c'est ce bouquin, mais dès que je le pose, il s'en va. Alors, dites-moi en plus. Ce qui évidemment est une aventure extraordinaire. L'aventure, pour continuer à en dire un mot,
parce que c'est quand même ça le plus important dans l'édition, c'est les auteurs, on est l'éditeur d'eux. Donc Brajlon était devenu l'éditeur de David Gemmell. C'est que Gemmell est devenu quelqu'un d'extrêmement important pour nous, un ami, je dis était parce qu'il est décédé il y a quelques années, et quelqu'un qui nous a énormément aidé, conseillé, et qui nous aide encore. Ça peut paraître un peu bizarre, un peu mystique, mais régulièrement avec Alain, c'était quelqu'un, Gemmell, qui avait une vie difficile, il venait d'un milieu d'ouvrier, il avait été boxeur, videur, enfin bon, il avait fait des trucs un peu durs, bien avant de connaître le succès et de devenir riche. Et il avait gardé un rapport à la vie qui était très, très terre à terre, très juste, très droit. Et donc il nous arrive encore avec Alain, de temps en temps, quand on a une décision difficile à prendre, on se dit, qu'est-ce qu'il nous aurait dit Gemmell? Si là on pouvait lui poser la question, il nous aurait dit quoi? Donc c'est quelqu'un de très important et qui a participé aussi à un moment important, c'est qu'à l'époque il y avait un prix littéraire qui s'appelait le prix Tour Eiffel, qui avait été créé par la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui est une société qui est en partie liée à la mairie de Paris et en partie privée, et qui était dirigée à l'époque par une dame qui s'appelle Jacqueline Nebout, une dame d'un certain âge, comme on dit, qui avait fait une carrière politique avec Jacques Chirac, etc. Et il se trouve que Jacqueline Nebout aimait beaucoup la science-fiction. Et donc elle a dit, on pourrait créer un prix littéraire lié à la Tour Eiffel, représentation de la modernité, etc., de la technologie, d'une certaine façon. Et donc un prix de science-fiction qui était absolument passionnant parce qu'il y avait 3 jurys. Il y avait un jury d'éditeurs, il y avait un jury de libraires, et il y avait un jury de société civile qui étaient en fait souvent des patrons d'industrie, genre Alcatel, etc., qui étaient des amis de Jacqueline Nebout et qui eux aussi lisaient de la science-fiction. Et c'était assez génial de discuter tous ensemble des mêmes bouquins. Et last but not least, c'était un prix doté de 100 000 francs, qui était une somme très conséquente, et qui, une année sur 2, récompensait un auteur français ou un auteur étranger. Et donc Légende de David Gemmell a gagné le prix Tour Eiffel en 2002. C'est aussi un moment incroyable quand vous avez publié votre premier roman dans une maison d'édition et vous avez tous ces gens au moment du vote final qui disent Légende, 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 y compris des gens qui sont plutôt des intellectuels, y compris des gens dont on n'aurait jamais pensé qu'ils feraient ce choix-là. Voilà. Et donc le seul prix littéraire de toute sa carrière, David Gemmell, qui est le plus grand auteur d'heroic fantasy anglais, avec Terry Pratchett dans un genre un peu différent, a eu le seul prix littéraire de toute sa vie en France, avec à la Tour Eiffel. Voilà. Ce qui nous a donné l'occasion de le rencontrer. Et donc, c'est comme ça que Brajlon a commencé, sous plutôt de beaux auspices, puisque dans la foulée, on a continué on a marché très vite et de mieux en mieux avec la Moira d'Henri Lovenbruck, qui est aujourd'hui à plus de 400 000 exemplaires vendus, ce qui est extraordinaire, absolument inouï pour un roman français de fantasy. Et puis je tiens, et puis pour Stan Nichols, James Barclay, Lewis Cooper, enfin plein d'auteurs importants. Et aussi, je tiens à le garder maintenant, c'est que Brajlon est repéré comme un éditeur plutôt commercial, quoi que cela puisse véritablement signifier, c'est-à-dire qui a à cœur d'essayer de vendre le mieux possible les bouquins qu'il publie, et qui donc a à cœur aussi de choisir des bouquins susceptibles de se vendre le mieux possible. Ceci dit, il y a toujours une illusion d'optique, c'est-à-dire que Brajlon est aussi l'éditeur de Robert Rankin, de Graham Joyce, de Mélanie Fazi, no offense Mélanie, merveilleuse auteure, mais on ne peut pas dire que Mélanie soit a priori un auteur de fantasy commerciale, vous voyez. C'est un auteur extrêmement subtil et profond, de fantastique. Donc il y a tout un ensemble de gens dont on oublie aisément, et c'est vrai pour toutes les maisons d'édition, qu'on les a publiés aussi, qu'on a perdu beaucoup d'argent avec eux et qu'on ne le regarde pas parce que c'était important de le faire. L'important, au bout du compte, c'est d'arriver à équilibrer tout ça et de se dire on a perdu de l'argent avec lui, on en a gagné avec lui et c'est cool, on peut continuer. Donc Brajlon est créé par 6 personnes, dont 4 travaillent véritablement tous les jours au bureau, puisque assez rapidement le libraire est parti dans les îles faire la plongée et l'écrivain, Henri évidemment, il a eu sa carrière d'écrivain parce qu'il n'avait pas travaillé au bureau. 12 ans plus tard, Brajlon, aujourd'hui, compte, je crois, 54 employés, ce qui est complètement hors de proportion par rapport à l'édition en général. Je vous dis qu'un indépendant et 54 employés, c'est de la folie furieuse. Enfin, je ne sais pas, la Talente, il peut être une dizaine. POL, ils sont 3. Parce qu'on publie beaucoup et parce que
et parce que ça a bien marché, donc on a pu embaucher beaucoup de gens. L'édition est une industrie dans laquelle on emploie énormément de stagiaires, et nous on a toujours eu très très peu de stagiaires, voire pas du tout, parce qu'on préfère investir sur les gens, qu'ils soient rémunérés correctement et qu'ils aient vraiment des raisons de travailler et de travailler beaucoup, parce que c'est aussi un milieu où on travaille beaucoup, et les soirs, les week-ends, on ne les voit pas beaucoup. Un autre chiffre, Brajlon et ses développements, auxquels je vais venir très rapidement, à savoir Milady qui est un label poche, Castelmort qui fait de la jeunesse, Milady Graphics qui fait des livres illustrés, des comics, etc. L'ensemble réalise un chiffre d'affaires l'année dernière de 10 millions d'euros, c'est-à-dire 5 fois plus que le deuxième éditeur indépendant juste après nous, dans le domaine de l'imaginaire. Et il se trouve être, je crois, le 47e éditeur français, ce qui est virtuellement impossible. Je ne connais pas d'équivalent au monde. Depuis, je crois que... Alors ça a permis, pour prolonger ce que tu disais, Livre Hebdo a dit Brajlon est incontestablement la success story de l'édition des années 2000. Alors c'est incroyable, hein, c'est un rêve éveillé, mais je le dis parce que, encore une fois, on est dans un festival dédié à l'imaginaire, on est un éditeur de genre, et donc ça amplifie en fait cette réussite-là. C'est-à-dire que depuis 12 ans, je peux dire à des jeunes éditeurs qui démarrent, à des petites structures qui commencent, dont je vois certains représentants là devant moi, vivre de l'édition d'imaginaire en étant indépendant, c'est possible. Faire vivre 50 personnes, c'est plus difficile. Et c'est pas impossible non plus, je suis là pour le prouver. Donc je pense qu'il faut, enfin, ça permet, j'espère que Brajlon a montré qu'on pouvait sortir d'une espèce de victimisation ou du misérabilisme, un côté un peu Calimero, on dit ah mais c'est trop injuste, on est dans une librairie, les médias parlent jamais de nous, etc., etc. Oui, tout ça est injuste et tout ça est très désagréable, mais somme toute, on peut aussi se débrouiller sans eux. Et c'est cette réussite-là dans le domaine de l'imaginaire qui, je pense, fait notre spécificité. Les labels, tu veux en parler? Non, je citais rapidement. D'accord. Alors que Brajlon, comment ça marche? Il y a un autre aspect de la question, même si je te remercie déjà pour ce panorama vraiment impressionnant. Moi, j'avais envie de mon côté de souligner l'activité patrimoniale et scientifique de Brajlon. Je suis universitaire, donc c'est pour cet aspect-là que tout ce qu'a fait Louis Ney, qu'on a vu hier, toutes les rééditions de la fantaisie ancienne, je ne sais pas si ça se vend beaucoup, mais en tout cas c'est très important. Et puis ils éditent aussi des colloques, des actes de colloques sur les littératures de l'imaginaire, c'est assez formidable. Donc, comment ça marche? L'autre côté plus pratique, plus concret, la vie du livre, comment ça fonctionne, un livre Brajlon, comment vous le choisissez, quelles décisions vous prenez à son sujet pour qu'il finisse par arriver dans quelle librairie, quelle diffusion? Voilà, vaste question. Là encore, moi je lui laisse la parole. C'est encore c'est une question sur le choix et c'est une question sur comment dire, la pratique. Oui, le travail. Très concrètement, ça consiste... en fait, je vais répondre d'une façon un peu décalée à ça. Brajlon naît virtuellement, est enfanté et ensemencé le 23 septembre 1999, mon anniversaire. Et il se trouve que mon anniversaire coïncide avec la convention britannique de fantaisie annuelle, la British Fantasy Convention. Et en 1999, donc avant la création de Brajlon, j'étais devenu copain avec Alain Desvents, qui donc dirige spirituellement et aussi du point de vue de la gestion Brajlon avec moi. Et Alain me dit, t'es jamais allé dans une convention de fantasy ou de SF à l'étranger, c'est ridicule, hop, il y en a une là, tu viens avec moi. Je venais de finir un gros projet, j'avais pas dormi pendant 36 heures, les conditions étaient vraiment idéales. Et donc on va à Birmingham, ça se passe à Birmingham. Et moi je baragouinais l'anglais, bref, j'étais un peu, puis j'allais rencontrer des auteurs pour la première fois, j'étais un peu tendu. Et donc on rentre, alors il faut savoir que la convention britannique de fantasy
a toujours lieu dans un hôtel, et essentiellement dans le pub de l'hôtel. Et c'est une dimension extrêmement importante, hein, on pourrait vous parler longuement, c'est qu'il y a donc une dimension de convivialité. Il n'y a pas des gens derrière des tables et des gens qui viennent leur parler, qui se penchent au-dessus de la table pour leur parler. Il y a des gens qui sont tous debout. Et voilà, c'est un rapport anglo-saxon complètement différent entre les auteurs, les agents, les éditeurs, les illustrateurs, etc. Bref. Et donc je rentre dans ce pub et Alain dit on va commander 2 bières puis on va s'asseoir. Et donc on s'assoit et voilà, les gens disent bonjour, vous êtes qui? Alain dit je m'appelle Alain, je m'occupe de Science Fiction Magazine. Lui il connaissait déjà du monde et moi j'ai dit et là les gens qui étaient autour de moi sont présentés et donc autour de moi il y avait Stan Nichols qui était donc le créateur original de la grande librairie mythique de SF londonienne Forbidden Planet. L'un des grands critiques et connaisseurs de l'histoire de la science-fiction et de la fantasy, et qui venait de sortir un bouquin qui s'appelait Orc. Il y avait James Barclay, qui était un jeune auteur qui allait publier son premier roman de fantasy, qui s'appelait Dawn Thief, qu'on a traduit par Ogmore en français. Il y avait Simon Spenton, qui était directeur éditorial de Gollancz, qui est l'une des grandes maisons de fantasy britannique. Il y avait Les Edwards, illustrateur légendaire de fantasy, etc. Et ces gens-là se présentent, vous serrent la main et commencent à parler avec vous. Donc Brandon est né là. Et à ce moment-là, j'ai compris un truc. J'ai compris que c'était en un sens aussi simple que ça, mais que c'était surtout essentiellement la rencontre des auteurs, des imaginaires, de chacun son métier. Et alors, éditeur en Angleterre, ça marche comment? Ah, vous êtes agent, un agent c'est quoi, etc. etc. Donc, ça naît donc d'abord comme ça parce que c'est à ce moment-là qu'avec on se dit on pourrait peut-être faire quelque chose de ces rencontres-là. La deuxième chose, c'est que le lendemain, on sort, nous et notre gueule de bois, et on va dans une librairie. Et là, on regarde les rayonnages. Et là, on voit que sur les rayonnages, il y a des étagères entières qui sont occupées dans le rayon SF Fantasy par des gens dont on n'a jamais entendu parler en France. Et donc, finalement, le premier shopping de Brajlon, l'acquisition du catalogue, c'est de regarder ces rayonnages et de dire, lui, il n'a pas traduit, il a 30 bouquins, ça doit être bien. Et donc, voilà, de découvrir ça. Ce qui vous